Je reçois dans le grand direct ce soir Sarah Feinberg. Bonsoir à vous Sarah, vous êtes chercheur à l'université, vous êtes professeur à l'université de Tel Aviv et chercheur à l'INSS, l'Institut national d'études sur la sécurité nationale, spécialiste de l'Ukraine et de la Russie. On vous a évidemment reçu longuement sur le sujet, d'ailleurs c'est encore un sujet d'actualité Sarah. Juste avant de présenter le livre que vous venez d'écrire et qui s'appelle « Les discriminés », c'est publié chez Fayard et cela traite de l'antisémitisme soviétique après la mort de Staline. La nuance est importante. Un mot, Sarah Feinberg, d'abord de ce climat actuel qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine, parce que ce sont deux sujets que vous maîtrisez. Est-ce que vous avez l'impression que la Russie tente un nouveau coup de force là en ce moment ? Le lien qui peut être fait immédiatement avec le sujet du livre est que Poutine a utilisé abondamment la carte de l'antisémitisme puisqu'il a accusé le mouvement ukrainien et Maïdan d'être un mouvement entièrement fasciste et antisémite pour justifier notamment son intervention en Crimée. Va-t-il le faire pour une intervention en Ukraine de l'Est ? C'est impossible à prévoir. Le régime russe se veut, parce qu'il y a une loi qui a été votée la semaine dernière justement pour combattre le négationnisme. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui le régime russe et les autorités donc à Moscou se veulent ouvertement contre l'antisémitisme et protègent en quelque sorte les juifs de Russie ? Oui, si vous voulez, c'est un philosémitisme d'opportunité que l'on voit se cristalliser à Moscou. Effectivement, il y a une loi qui correspond à peu près à la loi Guessot en France, qui va criminaliser de manière très dure tout propos, toute action à visée négationniste. Et évidemment, cette loi qui a été élaborée en 2010, aujourd'hui passe, car elle a une efficacité politique sur l'échiquier ukrainien. Alors on va venir maintenant au cœur justement de votre livre, mais on l'a pris un petit peu à rebours en termes chronologiques. Vous vous êtes intéressé à la période qui marque donc la fin de la période staliniste, qui était une période marquée par l'antisémitisme, juste après la guerre. C'est vrai que dans l'imaginaire commun, on se dit après, ça allait mieux pour les Juifs, et c'est pas le cas. Dans l'URSS, après la mort de Staline en 1953, la situation des Juifs, vous diriez, ne s'est pas améliorée ? Oui, écoutez, c'est l'ironie de l'histoire, c'est pour ça que j'ai choisi cette couverture. Ouais. Il s'agit de femmes qui obtiennent un diplôme à l'Institut Herzen, donc qui est l'Institut de philologie de Leningrad, et nous sommes en mai 1953. Cette femme qui s'appelle Ida Avidon Taratuta est une femme que j'ai interviewée. Et en mai 1953, c'est-à-dire 2 mois après la mort de Staline, rien ne laissait imaginer, présager qu'il y aurait une continuité d'un ostracisme anti-juif jusqu'à la fin de la période soviétique. Donc cette image, si vous voulez, rend compte d'un espèce d'espoir incertain qui finalement va être déçu. Alors déçu notamment en matière de discrimination dans le système universitaire soviétique, c'est-à-dire que les Juifs se voient barrer finalement l'accès à des postes importants ? Oui, de manière inattendue, les Juifs se voient barrer un certain nombre de secteurs et de professions. Les secteurs liés aux intérêts stratégiques de l'Union, le nucléaire en particulier, les secteurs liés au front idéologique, ce qu'on appelait le front idéologique de l'Union soviétique, l'enseignement de la philosophie, de l'histoire, le journalisme. À ces secteurs-là également, dans ces secteurs, ils seront discriminés, mais aussi dans le secteur des mathématiques dans les années 70 et 80. Ouais. Et ça pourquoi alors ? Est-ce qu'il y a une explication ? Est-ce que c'est lié finalement à la naissance de l'État d'Israël, ce que vous mentionnez dans votre livre d'ailleurs à plusieurs reprises ? Alors il y a un enchevêtrement d'explications. La première tient au fait qu'il n'y a pas de rotation des cadres politiques. C'est-à-dire que les cadres du Parti communiste qui ont été formés à la fin des années 30 et pendant la campagne contre le cosmopolitisme vont rester en place jusque dans les années 70. Et donc, comme par déformation professionnelle, ils vont continuer à discriminer les Juifs. Et c'est également lié à ce que j'appelle un désir de tuer le père de la révolution russe, puisque les Juifs ont joué un rôle déterminant dans la révolution bolchevique. Et il s'agit pour les soviétiques de un petit peu minorer cette présence juive dans la naissance de l'Union soviétique. Il s'agit également de combattre le mythe du judéo-bolchevisme. Selon ce mythe, si vous voulez, la révolution russe était en fait un coup d'État bolchevique fomenté par les Juifs. Et Hitler a abondamment utilisé ce mythe au moment de l'invasion de l'Allemagne nazie. Il s'agissait pour les soviétiques également de
de venir à bout de ce mythe-là et de rendre les Juifs invisibles dans les positions de leadership de l'Union soviétique. Et last but not least, la création de l'État d'Israël, création au départ célébrée par l'Union soviétique, puisqu'il s'agira de... moi d'ailleurs, c'est vrai, c'est quelque chose que vous rappelez. Au départ, les soviétiques ont poussé finalement, ont aidé Israël à avoir ce pays. On reconnu l'État d'Israël de jure et de facto, alors que les Américains ne leur accorderont sous Truman qu'une reconnaissance de facto avant la reconnaissance de jure. Et les soviétiques, évidemment, remobilisent, si vous voulez, cette crainte de la double allégeance, qui était une crainte réelle dans ce repositionnement d'Israël au cours de la guerre froide aux côtés des États-Unis. Et quand donc ces Juifs, finalement, n'ont d'autre choix que l'exil, ils choisissent Israël, poussés finalement par le régime soviétique à choisir ce... Alors, ils n'avaient pas le choix, puisque la seule manière pour eux de partir était de justifier leur départ par un besoin de réunification familiale. Et toutes sortes d'invitations factices étaient faites à partir d'Israël. Il faut savoir aussi qu'à la fin des années 80, Israël va exercer une pression très très forte contre les États-Unis de Bush le père, afin que les États-Unis ferment leurs portes aux Juifs d'Union soviétique et déclenche par là même cette grande vague de 1 million de Juifs d'Union soviétique en Israël. Alors il y a une autre forme que prend aussi cet antisémitisme post-stalinien, on va l'appeler comme ça, c'est dans la commémoration de la Shoah, puisqu'elle a été effectivement très importante sur le territoire soviétique, comme on le sait. Et là, il y a une sorte de silence, de censure même, puisqu'il y a un livre très célèbre, le livre noir, vous en parlez, qui a été interdit pendant très longtemps en URSS. Pourquoi est-ce que l'URSS ne voulait pas évoquer la Shoah dont ont été victimes les Juifs sur son territoire? Parce que l'URSS, après 1945, va refonder sa légitimité et son aura sur la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie. Et pour les soviétiques, il était essentiel que le martyr du peuple russe soit un martyr universel et que les Juifs ne soient pas singularisés dans cette narration historique, dans cette présentation du martyr soviétique et du martyr russe dans la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça, c'est une souffrance, évidemment, parce que vous avez rencontré beaucoup de rescapés soviétiques, d'anciens soviétiques, juifs soviétiques dans votre livre, et c'est pour eux une souffrance? Oui, en fait, ils ont été victimes d'un double ostracisme, un ostracisme socio-professionnel, donc dans leur dessin de carrière, si vous voulez, et un ostracisme mémoriel, puisque la Shoah n'a jamais été niée, mais elle n'a jamais été reconnue comme un événement spécifique au peuple juif, comme une tragédie spécifique au peuple juif. Elle a été diluée dans un discours d'universalisme victimaire, et les Juifs exterminés dans la Shoah ont été commémorés comme des citoyens soviétiques pacifiques. Et aujourd'hui encore, la Russie aujourd'hui a du mal avec ce passé, ou est-ce qu'aujourd'hui on peut parler plus ouvertement de ce qui s'est passé sur le territoire soviétique? Alors aujourd'hui on en a beaucoup parlé. En réalité, l'accès de la mémoire de la Shoah en Russie, en Ukraine post-soviétique a été extrêmement rapide, il a été immédiat, alors qu'en Occident ça a pris à peu près 20 ans pour qu'il y ait une reconnaissance publique de la Shoah comme événement spécifique. En même temps, il a été dilué et minoré car il a été perçu dans une vision sérielle des crimes de masse. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est au moment où la Russie et l'Ukraine découvraient la Shoah comme événement spécifique, elle confrontait également le goulag, elle confrontait la grande famine, elle confrontait les crimes de masse de l'Union soviétique. D'où une nouvelle dépossession mémorielle des Juifs dans l'espace ex-soviétique, parce qu'au moment où ils rencontraient la Shoah, celle-ci a été de nouveau recouverte par le besoin de reconnaissance des crimes de masse exercés par le Kremlin. Merci beaucoup Sarah Feinberg. On arrive au terme de ces 10 minutes d'entretien. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage, Les discriminés, l'antisémitisme soviétique après Staline. C'est publié chez Fayard. Ce sera livre du mois en France, au mois de mai. Donc c'est un livre qui est déjà sorti dans tous les pays francophones et qui rencontre un grand succès. Merci beaucoup d'être venu en parler dans le Grand Direct. Je rappelle donc que vous êtes chercheur à l'INSS et professeur à l'Université de Tel Aviv. Merci Sarah Feinberg. Bonne soirée à vous.